Bonsoir à tous, je suis Alceste et ce soir nous nous retrouvons pour la découverte d'un nouveau jeu narratif qui s'appelle Decaying Orbit. C'est un jeu de Sydney Icarus publié chez Story Brewers Role Playing, la maison d'édition plus connue pour avoir sorti le jeu de rôle Good Society qui permet de créer des histoires inspirées des romans de Jane Austen. Il n'est pas impossible qu'on revoie des jeux de chez eux à ma table, je trouve leur production très intéressante, notamment un jeu qui s'appelle Fight with Spirit, qui me plaît bien et que je vais demander à pouvoir vous présenter. En tout cas, merci à Story Brewers Roleplaying de m'avoir fourni tout ce qu'il faut pour vous présenter le jeu aujourd'hui. Il n'est pas encore disponible en magasin et à ce que je sache, il s'agit de la première partie filmée en français. Il y a eu quelques actual plays avec les auteurs en anglais, mais on a la chance de pouvoir découvrir ce jeu en avant-première. En tout cas, pour revenir à la partie de ce soir, j'aurai à mes côtés trois merveilleuses personnes. Ekphrasis, Jeeves et Noodle. Merci d'être là, tous les trois. Et je vais vous laisser vous présenter. On va faire par âge. L'injustice. Des croissants, non, croissants. Enfin, le plus âgé commence. Bon, c'est moi, donc je pense que les gens commencent à me connaître. L'intérêt de ces streams, c'est qu'on puisse présenter comme ça des jeux qui n'ont pas forcément autant d'audience que Donjons et Dragons ou d'autres, et qui pourtant ont un intérêt narratif souvent assez chouette. C'est bien de changer ce genre de jeu, et moi j'aime bien mettre tout ça en avant, et pas jouer qu'à Vampire, comme certains prétendent que je fais. Je vais laisser à part la Jeeves, du coup, qui est le second plus vieux. C'est ça, c'est moi. Ah, est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien. Ah oui, il y a un peu de retard sur Twitch, je pense, pour c'est normal. L'avatar qui s'allume. Bonjour à tous. Jeeves, je suis très content de participer à cette partie de Decaying Orbit avec cette petite ambiance apocalypse dans l'espace. Et voilà, très content de participer. Je suis sûr qu'on va passer un très bon moment. Alors pour information, Jeeves fait partie des joueurs de la 3e table des Chroniques de Chicago, ma campagne vampire en podcast. Il incarne le personnage de Marcy, qu'on découvrira bientôt, puisqu'on arrive bientôt au chapitre où on découvre sa coterie. Voilà, tout le monde a très hâte de découvrir Marcy maintenant, je pense. Bien entendu. À toi, Noodle. Bonsoir, écoutez, moi c'est Noodle. Déjà, je remercie Alceste et aussi Atlas les raisons pour lesquelles je suis invitée ce soir. Donc, c'est très cool de pouvoir découvrir d'autres personnes. Je joue un petit peu avec plein de gens en général, que ce soit avec Tales of Pi, de l'Appel Crew, etc. Et puis, écoutez, moi j'aime bien tout ce qui est SF, donc j'espère qu'on va passer un bon moment ce soir, même si j'en trouve pas trop. Voilà. Hein. Super, merci beaucoup. Et finalement, Ekphrasis, qu'on a déjà vu par ici. Oui, bonsoir. Du coup, c'est pas mon premier actual play ambiance science-fiction, intelligence artificielle. J'avais déjà eu l'occasion de il y faire a une thématique, visiblement. Prochain jeu, ce sera encore un truc d'intelligence artificielle. C'est une niche. Ouais. Je crois que ça me parle, c'est un sujet qui me parle, donc je me suis un peu incrustée quand j'ai vu que tu cherchais pour ça. Donc très contente de tester Decaying Orbit et très contente de continuer à faire des actual plays avec Alceste, mais aussi découvrir des nouveaux joueurs. Très bien, merci à tous. Donc ce soir, on va jouer à Decaying Orbit. Je vais me permettre de vous lire à tous une traduction personnelle des règles. Je n'ai pas traduit le jeu en entier, hein. Vous verrez que les cartes sont en anglais et on devra un peu traduire à la volée, hein, mais je compte sur notre capacité à comprendre tout ça et on va remercier le système éducatif français de nous avoir amenés là aujourd'hui. Du coup, sur la station spatiale que nous appelons notre foyer, nous redémarrons pour trouver quelque chose de catastrophiquement mauvais. L'équipage dont nous nous occupons est parti. Les moteurs sont morts et la station dérive vers la chaleur d'une étoile en fusion. Que s'est-il passé ? Nous accédons à nos banques de mémoire, cherchant parmi les fichiers corrompus et les données brouillées. Nous devons nous souvenir. Decaying Orbit explore l'histoire d'une station spatiale en panne qui tombe dans l'étreinte brûlante d'une étoile lointaine. Dans ce jeu, nous incarnons à tour de rôle un personnage commun, l'intelligence artificielle qui était responsable du bon fonctionnement de la station.
Au cours du jeu, explorons les banques de mémoire de l'intelligence artificielle pour révéler les événements qui se sont déroulés ici. Pièce par pièce, nous raconterons l'histoire de la station et découvrirons comment tout a dérapé. Racontons une histoire remplie de questions intéressantes et de réponses stimulantes, et explorons de différentes manières un espace inhabituel et inhumain. Ça, c'est le pitch de base du jeu. L'histoire jusqu'à présent. À 163 années-lumière de la Terre se trouve une étoile de type K appelée AB Pictoris. Elle brûle d'un orange intense. C'est une véritable masse turbulente d'éruptions solaires. En orbite autour de cette étoile se trouve l'avant-poste le plus lointain de l'humanité, une station spatiale dont l'équipage est composé d'une poignée de professionnels et d'une intelligence artificielle avancée. L'IA redémarre de manière inattendue pour découvrir que quelque chose a mal tourné de façon catastrophique. La station est en désordre, les moteurs sont morts et elle dérive vers les flammes dévorantes de AB Pictoris. Que s'est-il passé? Il ne reste que quelques instants pour chercher des réponses dans la station et effectuer une dernière transmission avant que la station ne s'effondre dans l'étoile et disparaisse dans les flammes. Le jeu va se passer en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va choisir notre vaisseau, notre station. C'est assez important parce que dans ce jeu, pour des questions de rejouabilité aussi, je pense, mais surtout de thématique, on a le choix entre 4 vaisseaux. Chaque vaisseau va teinter l'histoire d'une certaine manière en proposant des cartes légèrement différentes. C'est-à-dire qu'il y a un pool de cartes qui est commun à toutes les parties et qui est suffisamment grand pour qu'on retombe assez peu souvent sur les mêmes cartes. Et chaque station spécifique propose des cartes qui sont assez nombreuses aussi, disons l'équivalent de 2 parties, qui permettent du coup de ne pas retomber dessus trop souvent non plus. Et ces cartes ont à chaque fois une spécificité. Par exemple, il y a un vaisseau qui est plus lié à tout ce qui est intrigue de guerre spatiale, etc. Un qui va être plus comme dans les univers un peu à l'Alien, lié à tout ce qui est scientifique, recherche, espèces étrangères, etc. Et donc, on va avoir des salles du vaisseau différentes selon le type de mission que notre station avait. Donc on va choisir le vaisseau, ensuite on commencera la partie qui va se dérouler en 3 actes. Le premier acte, on va tirer des cartes qui vont nous indiquer des salles de la station avec des incitations différentes qui nous permettront de développer des moments perçus par le regard de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire par ses capteurs, par ses senseurs, son système, etc. On va essayer de tourner ça d'une manière un peu originale, dans le sens où une intelligence artificielle, elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas d'oreilles. Ce qu'elle perçoit, c'est à travers son système. Donc, on va essayer de mettre ça un petit peu en avant. Et les cartes du premier acte sont là avant tout pour poser la situation, poser la mission que devait accomplir la station. Pour ce qui est de l'acte 2, on va monter doucement en tension et essayer de découvrir comment tout a déraillé. Et finalement, l'acte 3, c'est une phase commune où chacun à notre tour, on va voir quelle serait la dernière transmission qu'on enverrait à la planète Terre comme dernier message de la station. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Tout à fait. Oui, c'est clair. Ok, super. Dans ce cas, on va pouvoir commencer. Je vais vous présenter les 4 vaisseaux qui sont à notre disposition. On a tout d'abord New Eden, qui est un vaisseau colonie qui a été envoyé pour terraformer une nouvelle maison pour l'humanité. Du coup, les histoires de New Eden, ça va être plus des trucs en rapport avec l'humanité et comment elle fait pour vivre loin. Le second vaisseau, c'est l'Athéna 2, qui ressemble à une espèce de chouette de l'espace. C'est un vaisseau de guerre qui est très puissant et qui a été envoyé pour fortifier les défenses du système contre des ennemis inconnus. Les histoires vont être plutôt autour des conspirations et un peu le mystère de ces ennemis. On a ensuite le Héphaïstus, qui est un vaisseau scientifique avec peu d'équipage et avec une mission un peu vague. Et le but ici, c'est un peu de retrouver l'ambiance d'Alien avec des découvertes, des découvertes surprenantes, des choses comme ça.
Et finalement, le Taurus Alpha, c'est un vaisseau minier dystopique où tout le monde appartient à la compagnie. Et là, ça va être plus brutal et plus violent en général, les histoires qu'on va raconter à propos de ce vaisseau-là. Alors, quel vaisseau attire le plus votre curiosité, attise le plus votre curiosité? Ah, ils ont l'air tous chouettes. Hein. Ouais, ils ont chacun une narrative vraiment différente et intéressante. Donc, Le Taurus, Ouais. le Héphaïstus, l'Athéna ou le New Eden. J'ai une petite préférence de cœur pour le Taurus, plus pour le setup que pour le côté particulièrement violent ou brutal, mais Ouais, c'est pour l'aspect dystopie de compagnie dystopie, corporative. peut-être un peu lutte sociale et tout ça dans science-fiction, j'aime bien. Ouais. Est-ce que ça vous dit les autres? Noodle, toi, il y en a un qui t'a tapé dans l'œil, sinon? J'aime bien aussi tout ce qui est un peu New Eden, en fait, Ouais. d'essayer de refaire. En fait, j'ai pas vraiment une grosse préférence sur quelque chose. Je trouve qu'il y a vraiment des trucs intéressants sur chacun. Ça dépend surtout comment on a envie de jouer et sur quel genre de thématique, en fait. Mais non, honnêtement, je pense que je fit un peu avec un peu tout, quoi. Ouais, ça, j'aime bien. Ce qui est bien, c'est que moi, j'aime bien Athéna. J'aime beaucoup la thématique de la guerre. Voir, tout ça. Parfait, Oh, c'est chacun bien, en choisit un, comme ça on se décide pas. Fin de la partie, merci tout le monde. On va chacun sur notre vaisseau personnel. Et toi, Alceste, c'est Héphaïstos, c'est ça? Moi j'aime bien les 4 en vrai, et je veux pas spécialement imposer mon goût personnel parce que ce jeu-là, je vais probablement faire une autre partie prochainement. Donc vous sentez pas obligé de suivre mon avis à moi. Non, mais on peut l'avoir aussi. Ouais. Est-ce qu'on tire au hasard? Ah, on peut faire ça aussi. Ouais. Est-ce que vous voulez que je tire au hasard? Est-ce que déjà il y en a vraiment qui intéressent vraiment personne? Enfin, vraiment, s'il y a un des vaisseaux qui vraiment tente vraiment pas, quoi. Comme ça, au moins, déjà, on peut peut-être éliminer comme ça, quoi. Non, bon, les quatre, ils me vont très bien. Alors, vous savez, moi, je suis partie de la team de je déteste choisir. Moi aussi. Parfait, donc j'ai un des 4, on va lancer. Et Let's go. ce sera le 1, ce sera New Eden. New Eden. Allez. C'est parti pour New Eden. C'est parti. La psychologie inversée, vous savez. Alors, New Eden, je l'ai préparé ici. Donc, pour rappel, on va devoir lire des cartes, chacun à notre tour, et la personne qui tire la carte est celle qui est censée détailler et qui a le dernier mot sur les informations qui vont être prises en compte dans son tour. Néanmoins, on va avoir deux cartes, la carte Enhance Memory, donc améliorer le souvenir, ou Co-opted Memory, mémoire corrompue, qui vont servir à interagir entre nous. Normalement, sur une partie sur table, il faudrait toucher la carte pour signifier notre intérêt. Là, on va utiliser des tokens qu'on placera sur celle-ci. Et Enhance Memory, ça veut dire qu'on veut rajouter des détails. C'est-à-dire qu'on est intéressé par ce que dit la personne et on voudrait potentiellement poser des questions, rajouter des choses. Le fait d'utiliser ça avec un token, etc., l'avantage, c'est que au moins on coupe pas la personne pendant qu'elle est en train de parler, et puis on voit après, une fois qu'elle a fini, si on a des choses à ajouter. Par contre, mémoire corrompue, ça va être un peu particulier. On coupe la parole, pour le coup. Là, ça va couper la parole. L'idée, c'est que ça sert à la fois de carte X en cas de contenu qui peut potentiellement nous gêner. Donc ça sert du coup comme outil de sécurité émotionnelle. Mais ça sert également pour pouvoir stopper une information que nous-mêmes on aimerait plutôt développer d'une autre manière, ou tout simplement développer nous-mêmes plus tard. Ça peut être aussi pour laisser le doute sur une information, où on se dit tiens, c'est intéressant ce que l'autre joueuse a amené, mais j'aimerais qu'on laisse du suspense dessus, qu'il n'y ait pas de révélation. Voilà. Donc on verra comment cette carte fonctionne en pratique. C'est vrai que c'est un peu différent des autres jeux de ce style que j'ai essayé, où ce genre de carte, c'est vraiment juste pour la sécurité émotionnelle et on stoppe pour
juste pour passer à autre chose. Là, l'idée, c'est stratégiquement poser ça pour le bien de la narration, en quelque sorte. Ok. Noté. Très bien. Acte 1, introduction. Alors que nous percevons les différentes pièces de la station, nous débloquons nos mémoires de l'équipage, de la station, de l'étoile. On va chacun à notre tour tirer des cartes et partager ces souvenirs qui sont débloqués. Ce sont les fragments d'un puzzle incohérent. En conseil, on nous dit que ça peut être quelque chose qui est arrivé à l'équipage, tout seul. Ça peut être aussi quelque chose qui a été abandonné, un message qui a été enregistré, un audiologue, ça peut être des données sur un ordinateur. Et on va essayer de retranscrire ce qu'on dit selon le point de vue de l'intelligence artificielle, qui ne perçoit pas les choses telles que nous. Donc, elle a une vision infrarouge, elle perçoit les biosignaux des membres de l'équipage. Il y a les périodes de temps qui sont très différentes pour elle. On peut également passer par les données qu'elle reçoit, ce genre de choses. Et on essaye de voir ce qu'on peut en faire. Est-ce que quelqu'un veut prendre la main et être le premier à lire sa carte? Ou est-ce que vous me jetez dans l'eau du bain? Oh, on va te jeter, on est des gens sympas, j'imagine. Très bien. Sauf si quelqu'un se manifeste. Non, je te Alceste. Parfait. Je savais que je pouvais compter sur vous. On va commencer. Toujours. La première carte, le pont, le trône de commande, le centre nerveux de la station. Il y a des câbles de fibre optique qui partent des moniteurs et qui vont jusqu'à... Switches, ça va jusqu'à... C'est les interrupteurs, c'est ça? Oui. Yep. C'est à la fois des interrupteurs ou des switches, c'est-à-dire des... Ouais, ça part dans... Il y a des câbles dans tous les sens, en tout cas. En prompt, on me donne Connections, Made and Lost, A Team in Crisis. Moi, je vais me servir de ça. J'ai un souvenir qui me revient, un enregistrement. Je perçois la salle du pont. Tout l'équipage est assemblé. Tout l'équipage, en tout cas, fonctionnel. Ceux qui dirigent le vaisseau, pas, bien sûr, les habitants qui sont, eux, cantonnés aux zones pour les civils. J'ai donc le capitaine et ses hommes qui sont là. Et je perçois au rythme cardiaque assez élevé de tous ces gens que quelque chose ne va pas. Ils ne sont pas tous très contents. Apparemment, de ce que je perçois des écouteurs, il y aurait certaines personnes qui auraient préféré que le départ soit ajourné et qu'il se passe quelques jours plus tard. Je n'en sais pas plus. Ils ne disent rien de précis à ce sujet, mais le capitaine a l'air de réussir à calmer tout le monde et chacun regagne son poste. Je commence à interagir avec tous ceux qui rejoignent leur poste et du coup leur moniteur. Je leur prodigue les informations qu'ils demandent et mon attention est quand même focalisée sur le capitaine qui semble de marbre. Son rythme cardiaque n'a pas bougé une seule fois. Il est froid, presque, comparé aux autres. Et je me demande pourquoi. Jean-Victor, tu veux poser une question? Oui, je voulais proposer en parcourant les enregistrements de ce pont, de cette salle de commande, sur un écran un peu de biais comme ça, on arrive quand même à voir que la prochaine destination, c'est le système d'Abbé Pictoris. Et pendant justement qu'il y a un peu cette foule qui s'est assemblée et cet échange avec le capitaine, on peut repérer subtilement que le point Abbé Pictoris sur la carte stellaire se décale pendant une petite seconde. Il se décale à quelques centaines de milliers de kilomètres, et sur la carte c'est quelques centimètres. Comme il y avait une espèce de petit brouillage, de petite interférence, et puis il revient à sa place et personne dans la salle n'y a prêté attention. Très bien, je suis là-dessus. Après, cependant, faites attention que même si on peut mettre des éléments de crise, comme là, ça m'a été suggéré par la carte, pour l'instant, le voyage se déroule à peu près normalement. Il n'y a pas de problème majeur, c'est juste des troubles qu'il peut y avoir dans un équipage de vaisseau qui part comme ça pour peut-être des décennies sans savoir s'ils reviendront un jour sur la Terre.
je propose qu'on passe à la carte suivante, si ça vous va. Yes. Et on va prendre l'ordre. On va faire une boucle. On va tourner dans l'ordre. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on va passer à Ekphrasis, Oui. qui va avoir la carte des lasers de terraformation, des coursives. Tu préfères. Ah, moi, ça m'est égal. Vas-y, Comme dans ce cas, je te vas-y. laisse. Vas-y. Je sais pas si on lit la dernière fois comme on avait lu du coup les cartes. Tu peux. Là, tu traduis à la volée de toute façon, donc fais comme tu le sens. Ah ouais, mais catwalk. C'est des coursives. Cursive. Ok, j'ai appris un nouveau mot. C'est ce que tu vois sur les images là, tu vois, ces espèces de petits tunnels qui partent dans tous les sens. Ouais, ok. Des coursives entre les jointures et des maisons de 8 entre les 8 énormes lasers. Il y a des jointures donc entre les 8 énormes lasers. Ils ressemblent, leurs bras sont comme des araignées et se posent. Oh mon dieu, j'ai l'impression d'être en cours d'anglais, c'est terrible. Pardon. C'est déposé, oui, sur les portes fermées. Sur les portes fermées. Du sas. Du coup, changing for the better, du changement pour du mieux, et on tombe dans les mauvaises habitudes. Les vieilles habitudes. Vieilles habitudes. Du coup, en fait, avec les logs des allées et venues sur les lasers terraformés, on peut voir qu'il y a des maintenances qui sont faites régulièrement. En tout cas, pour les maintenir, parce qu'il faut quand même aller faire régulièrement de la maintenance, puisque c'est ce qui va être crucial à New Eden. Et en fait, c'est des merveilles de technologie qui, par contre, sont un peu instables et si on n'en prend pas vraiment soin, si jamais il y a des astéroïdes qui les percutent ou autre, ça peut rapidement tomber en panne. Donc, on a une partie de l'équipage de la maintenance qui va vérifier quand même toutes les 6 heures l'état des lasers de terraformation. Sur les logs, en tout cas, ce dont je me souviens, c'est que c'était très régulier au début, et puis petit à petit, toutes les 6 heures, c'est devenu toutes les 6h30, puis toutes les 7 heures, et puis toutes les 8. Donc, il y a eu une certaine forme de dilettance, en tout cas, sur ces lasers terraformés au bout d'un moment sur la maintenance, qui est pourtant cruciale. Donc, je ne sais pas si ça a eu un impact sur... il me manque des données encore pour comprendre. Très bien. C'est ce que voilà. Ces logs qui deviennent... c'est de plus en plus avec jusqu'au moment où il n'y a plus du tout de passage aujourd'hui. En tout cas, plus personne n'y est allé. Et donc... Ça me va très bien. Est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce qu'on enchaîne avec Noodle? Je pense que c'est bon. Et donc, Noodle, Yes. tu vas avoir les zones de stockage, les baies de stockage. Donc, alors, crates, je sais pas c'est quoi. C'est des caisses. Des caisses, open room, yes. Tu as des caisses de rangement, de transport, etc. un peu partout. Ouais, et qui sont plupart vides. Alors, c'est la pièce qui est quasiment vide. L'entrepôt, à part du coup avec ses caisses, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et puis, comme il n'y a pas de gravité, le matériel flotte un peu dans l'air. Il y a du papier bulle un peu partout. Ouais, c'est ça, ouais. Encore du papier bulle. Chose qui me souvenir, c'est donc something wasn't lost or found. Donc, il y a quelque chose d'important qui a été perdu ou retrouvé. Things too special to leave behind. En tout cas, quelque chose de trop important, de trop spécial pour être laissé derrière. Ok. Ok. Donc, alors en fait, ce qui se passe, c'est que de ce que je me souviens, en tout cas de mon enregistrement, c'est que il y a une équipe du coup scientifique qui s'était rendue donc dans la baie de stockage parce qu'ils avaient oublié où était rangé un dispositif très important pour la préparation de la terraformation d'une planète, et ce pour lequel ils auraient du mal à identifier quel type de planète serait propice. Et donc ça serait un sort de dispositif
de scan de signature énergétique. Et le truc, c'est que donc apparemment, l'inventaire a été assez mal fait. Je sais qu'il y a eu quelques tensions au niveau de l'équipage parce que justement, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Donc le chef de l'équipe scientifique était assez remonté. Il y a eu quelques brouilles dans l'équipage. J'arrive pas à savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça a l'air de se tirer un peu dans les pattes, à savoir qui est responsable. Et donc une équipe est en train donc d'ouvrir les boîtes à la recherche de ce dispositif. Alors moi, ce que je te propose, c'est que les personnes qui recherchent ces dispositifs ont pas mal essayé de te consulter pour consulter tes bases de données, parce que normalement, dans les bases de données de l'IA, il y a tout ce qui est censé se trouver sur le vaisseau, qui a été inventorié. Et toi, tu as rendu en boucle la réponse que l'objet demandé n'était pas dans la base de données. Ce qui a probablement irrité pas mal les gens autour, hein, les personnes qui cherchaient ça. Oui, et ce qui a rendu assez difficile le fait de localiser ce dispositif. Très bien. On va passer à la carte suivante pour Jeeves. C'est la salle des machines. Nous voici dans la salle des machines et la salle des moteurs. Il fut un temps où ces moteurs fonctionnaient parfaitement comme une mécanique de précision pour nous empêcher de plonger petit à petit vers l'étoile et de maintenir notre orbite. Maintenant, ce sont les témoins silencieux de notre décadence progressive vers l'étoile. C'est une salle qui évoque évidemment le travail manuel et les opérations de maintenance qui ont été très régulières, mais aussi une forme de résignation et une forme de destin avec en plus cette... moi, je me rappelle évidemment la grande fierté que j'avais à maintenir cet équipement au sommet de sa fonctionnalité, et c'est la fierté de toutes les IA de vaisseaux spatiaux, évidemment. Elle est toujours très forte dans cette salle des machines. Et puis une sorte de frustration informatique qu'ils n'accomplissent pas aujourd'hui leur destin, qui n'était pas que de maintenir en orbite, mais aussi de voler vers d'autres planètes. Et en fouillant dans mes bases de données, j'ai cet incident qui me revient quand les moteurs fonctionnaient encore, d'avoir une alerte. Il y a pas mal de systèmes d'alerte évidemment sur ces mécaniques précieuses, notamment sur les contaminations, et d'avoir une alerte parce que je perçois du liquide qui coule sur une part critique des machines, et donc je cherche, je ne détecte pas de fuite ailleurs, et en analysant du coup ce liquide, je me rends compte que c'est un liquide composé d'eau, mais riche en diverses protéines, et en y consacrant un petit peu de ma puissance de calcul, je trouve un match, une correspondance, c'est du sang. Moi, je vais te poser une question. Est-ce que le technicien qui était chargé de l'entretien des moteurs était un homme d'expérience qui avait déjà pu voyager avec ce genre de vaisseau par le passé, ou au contraire, c'était quelqu'un pour qui c'était le premier voyage? Alors ils étaient sans doute, c'était une équipe avec effectivement un chef, un chef mécanicien très expérimenté sur un voyage de cette envergure, avec autant de vies humaines qui sont en compte, mais qui sont en jeu. Mais il y avait aussi évidemment des jeunes spationautes moins expérimentés, mais en tout cas, je sais que sur le registre d'équipage, le chef mécanicien est un vrai vétéran du voyage spatial. Très bien. Effectivement, c'est les informations que tu avais trouvées sur le registre qui te rassuraient peut-être à son égard. Tout à fait. Très bien. On va passer à la salle suivante. La chapelle. Maintenant, la chapelle, c'est un couloir de stockage qui avait été converti pour les besoins de foi des membres de l'équipage.
Et malgré toutes les prières qui ont peut-être pu être prononcées ici, tout est maintenant vide et abandonné. On me propose un covenant, c'est un lien brisé ou une confession. Je pense que le second du capitaine était plutôt un homme fervent. C'était noté sur sa fiche d'information qu'il était chrétien pratiquant. Et c'était, de ce que j'ai pu voir de caméra, l'un des seuls membres d'équipage qui avait des liens assez proches avec le prêtre qui avait été embarqué à bord. Il le consultait assez souvent. Et j'ai souvenir je revois un enregistrement où justement il était venu à la chapelle pour faire sa confession. Et même si normalement je ne suis pas censé enregistrer les conversations des membres d'équipage, j'ai quand même une oreille sur tout. Et j'ai perçu sa confession. Il exprimait ses doutes auprès du prêtre par rapport à leur mission et un petit peu la peur qu'il avait de ce qu'il pourrait trouver aussi loin de la Terre. Ekphrasis, tu veux demander? Oui. euh, Du coup, est-ce que est-ce qu'il y a eu une progression dans le sens de la chapelle? Est-ce que de plus en plus de gens de l'équipage y sont allés ou est-ce qu'il y a eu une désaffection au fil du temps? Je repasse en vitesse rapide les images que j'ai de la pièce et je peux voir que la chapelle a été de moins en moins utilisée à travers le temps. Plus on avançait, plus elle était désertée. C'était dû notamment au fait que pendant une période déjà, les gens étaient sous cryogénie, donc tout le vaisseau était abandonné. Mais même après, quand les personnes ont été réveillées, la chapelle est restée muette. Noodle? Oui, je veux savoir, donc du coup, tu as parlé d'un prêtre. Je voulais savoir s'il y avait d'autres chefs spirituels qui étaient aussi à bord et qui prenaient place dans cette chapelle avec d'autres fidèles. Je pense que comme il s'agit d'un vaisseau de terraformation envoyé par la planète, il y a probablement 3 ou 4 chefs spirituels différents de diverses religions qui sont présents. Et dans cette chapelle, en fait, ils disposent chacun d'espaces partagés, d'espaces personnels. Dans mes données, j'ai le planning de passage, en fait, chacun ayant un moment précis pour les cérémonies, pendant les périodes où les gens sont réveillés, afin de tourner de manière efficiente et ne gêner la foi de personne. C'est une colloque de la foi. Si ça vous va, on va passer à nouveau avec Phrasis avec le dépôt de recyclage. Le dépôt de recyclage, un lieu pas vraiment à remarquer, remarquable, hein. C'est littéralement un endroit où le carbone, le nitrogène, tout est recyclé, tout ce qui est recyclé pour nourrir le sol et faire perdurer la vie sur le vaisseau. C'est vraiment en fait l'endroit qui permet de provide for each other, de fournir à chacun les nutriments essentiels qui va recycler et permettre de circuler en vaisseau, enfin de faire circuler le vaisseau et l'oxygène, j'imagine. C'est vraiment un lieu en fait finalement très sous-estimé et qui a été ignoré au début. Et puis peu à peu, on s'est mis à constater son importance parce qu'il y a eu une défaillance assez rapidement dans la mission. C'est d'ailleurs le premier rapport d'incident qu'il y a dans la base de données. C'est que il y a eu un moment, on a grosse frayeur parce que
le recyclage de l'air se faisait mal. Et donc tout le monde s'est légèrement intoxiqué pendant quelques heures au CO2. Ça a été heureusement pris en charge assez rapidement, mais voilà, ça a été le premier, premier endroit à défaillir. On n'a jamais réussi à trouver la cause. En tout cas, on a beau chercher dans toutes nos données. Du coup, on suspecte une cause humaine parce que mais on n'a pas de preuves avérées de ça. Très bien. Noodle aurait une question. Ouais. Oui. Est-ce que c'est une zone avec des accès illimités ou est-ce que tout le monde peut y avoir accès? C'est une zone avec des accès d'une certaine manière limités, mais en fait, c'est dans des accès limités, c'est celui où il faut le moins d'accréditation pour y aller. Disons qu'un matelot peut y aller pour faire une maintenance, et puis surtout parce que c'est un peu central au navire, au vaisseau. C'est en fait le recycling dépôt est au cœur du vaisseau, au milieu. Donc il faut quand même y passer quand on fait de la maintenance. Par exemple, pour aller au pont tube de terraformation, il faut passer par par le dépôt de recyclage, par la zone de recyclage. Donc l'équipage y a accès, les civils non. Ok. Et si tu peux me revenir à notre question, parmi les personnes dédiées du coup à ce dépôt de recyclage, est-ce qu'il y a des infos particulières sur des techniciens ou quoi que ce soit qui attirent ton attention, par exemple? Alors dans le registre, en tout cas, des personnes qui ont été assignées au dépôt de recyclage, c'était pas vraiment l'endroit rêvé parce que ça puait beaucoup. En tout cas, il y avait des périodes où ça puait fort. Donc, c'était un peu l'endroit où il y a eu beaucoup de turnover. Généralement, les mousses, les membres de l'équipage, ils restaient pas très longtemps. On peut noter en personne notable qu'il y a eu le neveu du second qui a fait un passage. On sait pas trop pourquoi. Je cherche, en tout cas, il y a fait un passage. Pourtant, c'était pas dans ses il devait pas être là à la base, mais en tout cas, est-ce que c'était une punition? Est-ce que c'était une demande pour dépanner quelqu'un qui était malade? En tout cas, il s'est retrouvé pendant quelques semaines au dépôt de recyclage. Du coup, peut-être que le dépôt de recyclage, c'était un peu la corvée que tout le monde devait faire, mais particulièrement aussi les gens qui auraient fauté étaient assignés à une corvée de... C'est en tout cas, selon les données que j'ai, ce qui me semble le plus probable. Et surtout que si on peut fouiller un peu dans les mails, les échanges de mails, il y a déjà eu des menaces du je vais t'envoyer en recyclage, tu me commences à me courir sur le haricot. Ok, donc c'est vraiment pas the place to be, quoi. Non, pas vraiment. Ok. Et pourtant tellement essentiel. Très bien. On va passer à Noodle qui va nous parler de la serre. Yes, donc la serre. Donc c'est l'une des seuls, l'un des endroits où il y a encore de la vie en présence. Elle a été donc entretenue par Adepictoris et elle a pas beaucoup été très entretenue par l'équipage. Ah, oui, comme il n'y a plus Euh, d'équipage, là, les plantes... ouais, elles sont un peu livrées à elles-mêmes. Donc elles sont un peu en train de s'enchevêtrer les unes sur les autres et elles fleurissent en de multiples couleurs. Donc quel soit le choix donc entre une surprenante abondance donc de la vie végétale ou une tendance tending to what needs attention. C'est s'occuper de ce qui nécessite de l'attention. Ça peut être un jardinier qui s'occupe des plantes ou des choses comme ça. De ce que je retiens en tout cas des enregistrements, c'est que déjà c'est un endroit assez central parce que c'est ce qui permet
entre autres de faire de l'autogénération d'oxygène dans la plateforme. Et c'est là où il y a aussi beaucoup de botanistes qui préparent les spécimens qu'ils souhaiteraient du coup implanter en premier sur une terraformation. Je me souviens que de nombreuses expériences étaient menées donc, dans cette serre. Mais il y a un incident particulier qui attire mon attention lors d'une expérience qui visait justement à accélérer le processus de croissance des végétaux, histoire que ce soit des choses qui soient plus facilement mises en place lorsqu'ils arriveraient à l'endroit prévu. Et je détecte une certaine anomalie qui s'est passée pendant cette expérience. J'ai un peu du mal à me souvenir. Je ne sais pas si c'était l'expérience en elle-même qui a mal tourné ou si elle avait été sujet à certaines controverses parce qu'il y a eu des complications qui ont été très indésirables. J'aurais une question. Est-ce que les rapports concernant cet incident ont été effacés? Alors ils n'ont pas été effacés, mais ils sont pas entiers. Je n'arrive pas à accéder à l'entièreté des enregistrements. Très bien, merci. J'ai peut-être l'impression que certains sont peut-être cryptés, ce qui m'étonne parce qu'en général j'ai de toute façon accès à tout, mais dans les logs il y a certaines choses qui m'empêchent d'y accéder assez facilement. Donc ça me demandera du temps pour y accéder et débloquer tous les rapports. Très bien. On va passer à Jeeves avec le recyclage de l'eau. Un endroit aussi très sympathique, je pense. Et oui, également dans une belle pièce à vivre exposée plein sud. Un grand hangar avec des longs réservoirs d'eau alignés le long des murs et reliés par un enchevêtrement de tuyaux, de pompes, de dispositifs et de valves qui couinent et font un bruit des sacrés bruits de tuyauterie en essayant de maintenir aujourd'hui un maigre filet d'eau qui circule dans ces pompes chaudes et froides. Il y a plusieurs endroits dans cette pièce où des flaques plus ou moins profondes se sont formées, là où il y a eu des fuites qui n'ont pas été réparées et là où il y a eu des dégâts qui ont été faits. C'est une pièce qui évoque à la fois une soif qui peut s'étancher avec cette eau pure, mais aussi un sentiment un peu d'être dépassé, noyé et étouffé par la froideur de cet élément-là. Et dans mes bases de données, c'est une des dernières zones en fait où je détecte tout simplement par mes capteurs de CO2, je détecte qu'il y a encore parmi les toutes dernières pièces où la vie a survécu jusqu'à encore presque récemment, puisqu'il y avait encore des échanges d'oxygène et de CO2. J'aurais une question. Ce système, il était à la pointe de la technologie. Qu'est-ce qui faisait que il était vu comme le meilleur moyen de permettre à l'humanité de partir loin de la Terre? Alors oui, c'est important parce qu'on ne peut pas produire d'eau en autonomie dans le vaisseau, si ce n'est peut-être en trouvant de la glace, avec des particules de glace, avec des météorites, etc. Mais après, c'est un système en vase clos qui est pas très technologique, mais normalement très robuste, tant est qu'il est bien entretenu, puisque il y a des questions de pression et de corrosion qui font que les tuyaux ont besoin d'un entretien assez simple, mais assez constant. Évidemment, c'est une pièce qui, à la fois, un peu comme d'autres pièces qu'on a déjà évoquées, qui sont assez critiques dans le voyage, qui a bénéficié, quand il y avait beaucoup de disciplines, de toute évidence au début du voyage, d'un
logs assez réguliers, bien remplis, et voilà, qui sont devenus de plus en plus laconiques, RAS, 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 de plus en plus espacés, et des incidents avec des capteurs défaillants progressivement sur la pression, des fuites, etc., qui ont été réparées plus ou moins de bonne grâce progressivement, et puis un regain sur la toute fin, j'analyse comme une sorte de regain d'intérêt pour le circuit d'eau, puisque beaucoup d'utilisation voilà, des lumières et des appareils, des petits appareils électriques qui permettent ouais, tout simplement d'allumer la lumière, ou même une élévation de la température dans cette pièce par rapport au reste du vaisseau qui était en train de se refroidir. Très bien. Je vais passer à la carte suivante. Le laboratoire génétique, avec ces microscopes électroniques qui sont tendus vers des mains robotiques qui tiennent de petites lamelles de verre avec des échantillons. Là, l'équipage avait l'habitude de disséquer l'ADN de l'humanité et le reformer en y faisant des altérations. On me propose ce qu'on hérite et un changement de plan. Alors, dans ce laboratoire, en fait, on a fait un stock assez impressionnant de données génétiques de la part d'hommes et de femmes de la planète Terre. Il y a une sorte de banque de données qui permet, grâce à ces machines et à tout ce qu'elles sont capables de faire, de potentiellement créer de manière artificielle tout un tas d'embryons qui permettraient potentiellement de peupler une nouvelle colonie. Dans la base de données, j'ai les noms de toutes les personnes qui ont contribué. Elles se comptent par millions. Certains ont des liens de parenté avec des membres de l'équipage, et je me demande si ce n'est pas volontaire, si ces personnes n'ont pas pu contribuer au programme justement parce qu'elles étaient proches de voyageurs potentiels. En tout cas, c'est une salle où l'activité était relativement faible pendant le voyage. Le but étant plutôt d'en faire usage une fois la station installée dans son nouvel environnement. Et donc, mes données sont assez faibles sur ce qui a pu se passer là. Jeeves? Est-ce que en me concentrant, j'identifie une forme de divergence par rapport aux pratiques habituelles des vaisseaux de colonie? Parmi, je sais pas, j'essaye de faire des analyses sur la provenance de ces embryons, ou leur patrimoine génétique, si j'ai encore les capacités de calcul nécessaires. Est-ce que il y a des tendances qui ont l'air divergentes par rapport peut-être à des règles qui existent pour les vaisseaux de colonie, je sais pas, sur l'eugénisme, sur le respect de certaines proportions, hommes, femmes, grands, petits, etc. En vérifiant les données plus intensément, je me rends compte que même si les chiffrages ADN sont sous des noms différents, il y en a une bonne partie qui possèdent le même ADN. En fait, le même ADN reproduit sous des noms différents. Et en focalisant un peu mon attention, j'arrive à remonter sur le fait que ce serait la personne qui a monté cette mission, le riche propriétaire de l'entreprise qui a armé ce vaisseau, qui par là probablement comptait s'assurer une descendance à des millions d'années-lumière de la Terre. Si ça vous va tous, on va passer avec Phrasis. La station de réception, c'est un grand computer readout, lecture. Comment? Un moniteur d'écran ou un écran d'ordinateur? Un écran d'ordinateur qui
qui continue Qui est laissé sans surveillance, ouais, sans surveillance. Ouais, j'ai du mal ce soir. c'est pas grave. Les haut-parleurs diffusent un son, un bruit de fond de radiation, de centaines d'étoiles, de bruit statique des étoiles qui croisent leur chemin et qui croisent à travers les années-lumière où elles n'ont pas été entendues. On peut y trouver une note ambiguë et un pattern parmi le bruit. La station de réception, c'est un endroit qui a été quand même beaucoup bichonné par la personne qui était responsable de cet endroit. On sent que c'est propre, la poussière est faite, même encore là, on peut regarder que c'est vraiment l'endroit où on croirait qu'il ne s'est rien passé, tellement tout est en ordre. On sent que aussi quelqu'un y a passé beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'il y a un petit duvet dans un coin plié soigneusement, un coussin et une paire de chaussures. On voit sur le moniteur un post-it rose avec une écriture un peu à la va-vite, mais en tout cas, il est tombé le post-it, on la colle, on sent que la colle est un peu partie et dessus, si je zoome, je n'arrive pas à déchiffrer ce qui a marqué, mais je peux essayer d'interpréter. Mais en tout cas, je vois défaillance, quelque chose. C'est pas clair, en tout cas. Ça fait au moins 2 phrases. Défaillance, c'est ce que j'interprète comme mot au milieu de la phrase, mais le reste, c'est trop pixelisé. Faudrait réussir peut-être en passant par un autre programme ou un autre angle de vue. En tout cas, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est le neveu du second qui était responsable de la station de réception, en tout cas, qui y passait beaucoup de temps et des échanges que je lis avec son oncle, c'est que c'est lui qui a repéré comme un claquement régulier qui revenait toutes les 6 heures, comme si c'était 3 petits coups dans les haut-parleurs. Très, très léger, lointain. Mais en tout cas, ils vivaient à la fin pour ces 3 petits coups. Ils n'avaient plus de nouvelles de communication depuis longtemps, mais et ils cherchaient à se l'expliquer. Ils ne se l'expliquaient pas. Noodle, tu avais une question? Elle a plus ou moins répondu aux questions que je m'attendais à poser, mais oui, voilà, c'était de savoir si c'était devenu un excès de zèle dans son travail ou vraiment c'était devenu une obsession, s'il avait une théorie là-dessus, est-ce qu'il avait déjà échangé là-dessus? Est-ce qu'on lui avait permis justement de continuer ses recherches ou est-ce qu'on... C'est visiblement une obsession, en tout cas parce qu'il ne rejoignait plus les cabines, des passages, des logs de passages que j'ai de ce membre de l'équipage. Il ne rejoignait plus sa cabine pour dormir la nuit. Le seul moment où il a quitté du coup sa station, la station de réception, ça a été pour aller, pour une raison inconnue, au recyclage. Ok, et donc il n'y a pas moyen de savoir si il n'y a pas un incident qui s'est passé qu'il aurait peut-être envoyé là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas fouiller peut-être dans les échanges de mails avec son oncle? De ce que je vois, en tout cas, c'est une demande du capitaine. D'accord. Très bien. On va pouvoir... faite après une confession, je crois. En tout cas, c'est le prêtre. Dans mes logs, je peux voir qu'il ne quittait sa station que pour aller à la chapelle. On va passer à l'acte 2. Maintenant, notre descente dans Abbé Pictoris est inévitable. Chaque salle montre maintenant des signes précis de pourquoi tout a basculé. On a déjà commencé à dire des trucs, mais là, pour le coup, on va essayer de détailler vraiment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la station en est arrivée là. Donc, on va continuer à tirer des cartes. Cette fois, on va essayer de mettre en avant
la noirceur de l'espace, les lumières englobantes d'Abbé Pictoris et qu'est-ce qu'ils appellent The Inhuman Chrome of the Station. Oui, le chrome inhumain de la station, le métal partout, le fait que il n'y a plus que le métal maintenant. L'homme a disparu. Noodle, tu vas commencer avec Eden Park. Eden Park. Donc c'est une étendue d'herbe verte, Fluo néon, même presque. fluorescente, ouais. Des arbres donc qui éclosent, Ils sont en floraison en permanente. perpétuelle éclosion. C'est le côté artificiel, je pense, de la promenade pour les humains, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et le bruit du chant des oiseaux était transmis par haut-parleur, certainement pour simuler un parc terrien habituel. Il était particulièrement rempli par les colonistes et c'était devenu un simulacre. Sans eux, ce n'est plus qu'un mensonge, ça ne ressemble plus spécialement à rien, quoi. Je sais pas si c'est vraiment ça dans votre traduction. C'est vrai que le vocabulaire est tellement particulier. Oui, c'est pas forcément facile. T'inquiète C'est pas, vraiment c'est très pas précis grave. comme vocabulaire, donc c'est hyper complexe à traduire. En Remember, donc alors Uncanny, je ne sais pas du tout. Uncanny Comfort. Un peu décalé, un peu malaisant, un confort qui met mal à l'aise, quoi. Is Unreal Made Natural. Le fait que ça paraît surréaliste, cette nature semble surréaliste, c'est ça? Je sais pas. C'est le fait que ça soit artificiel. C'est l'artificiel qui est devenu comme du réel, de la vraie chose, quoi. On a pris tellement l'habitude que c'était ça, un parc, que même si c'est artificiel, c'est la seule chose qui reste, quoi. Ouais. En tout cas, donc ce parc, c'était vraiment un espèce de placebo de ce qu'on pouvait trouver sur Terre, mais quelque part, c'était un endroit très fréquenté parce que justement, ça ramenait à cette idée de nature et de proximité qui est très importante quand on est dans l'espace enfermé, d'avoir un peu l'impression de se retrouver sur Terre. Donc, c'est un endroit où beaucoup d'activités étaient proposées pour entretenir le moral de l'équipage et surtout la santé mentale. Mais il y a quelque chose qui, au fil du temps, a mis vraiment très mal à l'aise l'intégralité de l'équipage dans ce parc. J'ai du mal à saisir la nature exacte de cet inconfort, mais cet endroit qui était censé être un havre de paix, un havre pour se ressourcer mentalement, est devenu un peu la cause de beaucoup d'inconfort de l'équipage, peut-être même pour certains de certaines psychoses. Jeeves, tu voulais demander? Non, c'était principalement ça, c'était pour que tu puisses aider à préciser comment tu avais déduit cet inconfort et voilà, peut-être par du coup un taux anormal d'intervention des psychologues de bord ou des choses comme ça. Ouais, exactement. À la base, vraiment, c'était un endroit où les psychologues avaient tendance, en tout cas, quand les gens, l'équipage commençait à avoir un peu des baisses de morale, parce que quand même le suivi médico-psychologique était très important dans une mission comme celle-ci. C'est très facile de perdre la tête quand on est enfermé dans une boîte de métal sans ses proches, sans la vie extérieure, sans tout ça. Donc le parc Eden était l'endroit où on voyait souvent les membres en thérapie. Il y en avait même certaines qui étaient obligatoires. Mais au fur et à mesure du temps, il y a certaines choses qui sont développées au parc et qui ont même fait l'effet inverse sur l'équipage.
sur certains moments en tout cas, et certains cas sont notés très graves dans mes archives. Beaucoup d'incidents liés à certains individus. Peut-être aussi beaucoup de rumeurs tournées autour de ce parc. Très bien. On va passer à la carte suivante. La baie d'observation arrière. La baie d'observation arrière qui est d'ailleurs à quelques coursives à peine, à quelques minutes du parc Eden. La baie d'observation arrière, c'est un immense mur, un immense hublot qui offre une vue splendide sur l'immensité de l'espace et par laquelle on a pu voir progressivement le soleil de notre système natal devenir de plus en plus petit et n'être aujourd'hui qu'une poussière insignifiante parmi l'immensité stellaire. Ça a été, avec les données que j'ai d'entrée et de fréquentation avec les ports, je sais que ça, comme souvent, ça a été un lieu qui a été très prisé au début du voyage et puis progressivement abandonné, si ce n'est par une espèce de poignée d'irréductibles amoureux de l'espace qui ont continué à profiter de cette vue et à ne pas s'en lasser. Mais ça a été surtout pour moi le foyer une espèce de foyer de défaillance très important avec de nombreux senseurs, de nombreux messages de mes senseurs qui ont été inexplicables. Par exemple, des membres d'équipage identifiés qui passaient plusieurs portes en même temps, qui passaient 6 fois dans une seconde plusieurs portes de cet endroit, avec mes caméras qui ont été abîmées, détruites. En tout cas, j'avais quelques caméras là-bas, mais c'est pas une zone qui est très monitéreuse. D'ailleurs, c'est pas une zone qui m'intéresse beaucoup moi en tant qu'IA, parce qu'il y a peu d'appareils électroniques. J'ai peu d'action sur cette zone. Elle est assez contemplative et assez dédiée aux humains. Et donc le peu de moyens d'observation que j'avais ont été à un moment très dégradés. J'ai des portes qui ne fonctionnent plus, qui sont complètement abîmées et sur lesquelles mes routines de maintenance n'ont pas eu d'effet, ou même mes injonctions à envoyer des membres d'équipage regarder ce qu'il fait. Il y a eu des taux de CO2 très élevés qui indiquent peut-être même un incendie ou de la fumée, mais alors même aussi que mes alarmes incendie n'ont pas fonctionné. Voilà, finalement, c'est devenu avant que au démarrage, quand tout a commencé, c'est devenu une zone qui m'a en fait inquiété, alors qu'on est en train d'accomplir des cercles de plus en plus étroits autour de AB Pictoris, c'est même aujourd'hui une zone du moins qui me terrifie. Noodle, tu voulais demander? Oui, est-ce qu'il y aurait un événement particulier qui aurait précédé, par exemple, l'incapacité des caméras ou des appareils électroniques qui étaient présents? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que c'est... C'est dur de le dire. En tout cas, j'identifie pas un événement déclencheur, puisque puis c'est des causes qui ont l'air assez différentes entre une porte qui est bloquée, c'est peut-être une défaillance électronique, c'est peut-être une défaillance de ma part, une corruption du programme, ou ça simplement elle a été bloquée par un objet lourd et elle a pas pu se fermer. Les caméras, elles ont été cassées où j'ai perdu le signal. Il y en avait deux assez en même temps, mais voilà, c'était à peu près au même moment. Et pour moi, j'ai pas d'explication. Les capacités de calcul un peu affaiblies me donnent pas d'une explication claire sur ce qui s'est passé, surtout que c'était une zone qui était déjà un peu aveugle dans le vaste flot de données que je percevais de l'ensemble du vaisseau. Pour moi, je l'identifie même, je me suis pas tellement posé la question, je l'identifie comme peut-être le problème sans avoir l'intuition de chercher la cause de ce problème et de remonter plus loin. Pour moi, ça a été un peu identifié dans le nuage de données comme un peu le point de départ de ce qui va suivre aussi de la dégradation de plein d'autres systèmes. Très bien. Personne n'a d'autres questions. On va passer à la carte suivante, qui se trouve être les cellules. Des cellules mal entretenues. Et alors que la station est en train de se désagréger, il reste des systèmes de sécurité qui permettent de garder les portes closes. On me propose rester ferme et des fausses accusations. J'ai souvenir, je vois dans le registre et en remontant dans les archives vidéo, je vois que le second du vaisseau a été emprisonné. C'était pas très longtemps avant l'abandon du vaisseau,
mais il a été mis aux arrêts. On peut le voir pénétrer dans la cellule, se débattant. Je vois les 2 officiers à ses côtés qui le tiennent, qui le maintiennent, avec d'autres membres de l'équipage à côté qui ont l'air éberlués par ce qui est en train de se passer. Peut-être par le fait que le second soit enfermé, ou peut-être parce que le second est en train de dire. Je ne comprends pas bien ce qu'il dit. Dans les cellules, je n'ai pas de capteur audio très précis, et il a l'air de délirer. En tout cas, il est enfermé, et je crois percevoir que son cadavre est encore à l'intérieur d'une des cellules. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Noodle? Est-ce qu'on a des informations sur le pourquoi il s'est retrouvé là-dedans? Est-ce que Sur il y a son des rapports qui ont dossier, été faits sur sur lui? son dossier, c'est marqué mutinerie. Il n'y a pas eu de rapport entier rédigé, peut-être à cause de la proximité avec l'abandon définitif du vaisseau. Jeeves? Est-ce que du coup, en fouillant plus précisément, j'observe quand même quel taux d'utilisation en fait de cette prison à bord? Est-ce qu'elle était, particulièrement utilisée par l'équipage? Pas spécialement. Elle a été utilisée très brièvement au début du voyage comme cellule de dégrisement, parce que certains membres de l'équipage avaient fêté un peu trop abusivement le départ, mais pendant de très nombreux mois, peut-être même de très nombreuses années, les cellules étaient plutôt vides. D'ailleurs, il n'y avait pas de garde euh, attachée à celle-ci. Et ça, c'est quelque chose de cohérent, ou quand même normalement dans un voyage stellaire, est-ce qu'il y en a finalement plutôt moins que d'habitude, ou en fait c'est plutôt la norme que ces cellules soient plutôt comme une sorte d'épouvantail pour que tout le monde se tienne droit, et une sorte de menace plutôt qu'un châtiment vraiment mis en œuvre? Il se trouve que le personnel de bord est normalement trié sur le volet, et il est vrai que dans la plupart des vaisseaux qui ont fait ce genre de voyage par le passé, les incidents ont toujours été assez limités. Noodle, tu veux J'aurais une autre question, ouais. demander autre chose? Ouais. Vas-y. Ouais. Est-ce que lorsque le second capitaine a été mis aux arrêts, est-ce que, enfin, pour mutinerie, est-ce qu'il a été le seul, ou est-ce que d'autres personnes de l'équipage ont suivi en mise en cellule? C'est le seul qui est noté comme ayant tenté de faire une mutinerie. Passe à la carte suivante. Les quartiers du capitaine. Quartier du capitaine, Bang Sing, une baignoire, un bureau, une chaise, un confort somme toute relatif, euh, un flux perpétuel de rapports, des données autour dans la chambre. Remember le poids d'être le leader, ou réflexion silencieuse. Bah, je pense que le capitaine, c'est dans mes enregistrements, en tout cas peu de temps après les événements avec son second. C'est clairement le poids d'être le leader, et de ce que je vois, en tout cas alors il n'y a pas vraiment, c'est plus des signaux thermiques. Il n'y a pas de caméra dans sa chambre, donc c'est vraiment des signaux thermiques que je détecte à travers la porte d'en face, donc je peux pas savoir exactement, mais en tout cas, j'ai noté qu'il avait fait rentrer cet objet disparu, cet objet qui était censé être dans l'espace de stockage, qui permet de localiser les planètes qu'on peut terraformer. Elle est dans ces quartiers, visiblement, et il la fixe, l'air morose, l'air vide. Euh, on voit que dans sa main, il tient une copie de la mise aux arrêts du second. Euh, on voit que son visage est fatigué, vraiment, en tout cas, quand je l'ai vu sur la caméra du couloir rentrer, je voyais que son visage était fatigué, et il ne bouge pas, en tout cas, son signal thermique ne bouge pas. On voit que il est très chaud, et dans
dans les données, c'est que je vois qu'il reste plusieurs heures et qu'il ne répond même pas aux sollicitations de l'équipage pour qu'il retourne, pour qu'il donne ses ordres, prenne son poste pendant de très longues heures. Il reste là. Voilà. Très bien. Jeeves, tu voulais demander? Oui, moi je propose qu'en m'intéressant de près, parce que j'ai eu cette puce à l'oreille sur ce matériel disparu et que je le retrouve dans les quartiers, dans la cabine du capitaine, je m'y intéresse d'un peu plus près et je me rends compte que il a fréquemment et de nombreuses fois accédé aux fonctions qui pilotent la gestion de ma mémoire et de mes bases de données, et qu'il a effacé ces traces, que je me rends compte maintenant avec plus ou moins de brio. Et je me rends compte qu'en fait, il a beaucoup utilisé ses privilèges de capitaine pour jouer avec mes bases de données et les datas que je stockais. Très bien. Carte suivante, le relais avec la Terre. C'est un très grande salle de verre, donc c'est le seul moyen de communiquer avec la Terre. Ça demande des années de délai pour recevoir et envoyer des messages. J'ai donc un message inattendu de la part de la Terre, ou un secret overheard. Je vois pas comment traduire ça trop. Ouais, Le overheard, délai, c'est un truc qui a été entendu par-dessus l'épaule, quoi. Ouais, enfin une rumeur, quoi. Oui. Il y a donc peu de temps après la mise aux arrêts donc du coup du second, il y a un certain message qui est arrivé en provenance de la Terre, comme quoi un certain groupuscule se serait infiltré donc du coup dans la mission du vaisseau de New Eden. de New Eden. Donc ce seraient des protestataires quant à la colonisation d'autres planètes, et donc certains auraient infiltré l'équipage et ils seraient présents pour saboter du coup la mission. J'aurais une question. Oui. Qui a consulté ce message? Il y a actuellement 3 personnes qui ont consulté ce message. Le capitaine et 2 autres personnes dont je n'arrive pas à déterminer qui. En cherchant un petit peu, en essayant de travailler un peu mes accès, il semblerait que le neveu du second aurait eu accès en fait à ce message. Très bien. Mais j'arrive pas à déterminer qui est la troisième personne qui a eu accès. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec des accès assez avancés. Et du coup, ça aurait été supprimé du log et il resterait juste des traces qu'il y a eu la consultation. Exactement. Il reste des cookies. Il reste les cookies, oui. Manipulation historique. Très bien. Jeeves, tu as droit à la cafétéria. Alors, la cafétéria, même à 163 années-lumière éloignée de la Terre, une cafétéria reste un endroit fonctionnel et rassurant par sa familiarité. Mais aujourd'hui, les lumières d'urgence clignotent en rouge et se reflètent sur les tables et les chaises en aluminium, qui sont d'ailleurs avec le feed de caméra qui est vraiment compliqué par tout ça, et qui sont renversées, certaines qui forment des barricades à plusieurs endroits de la cafétéria, et des feeds plus anciens qui m'évoquent autre chose, qui m'évoquent plutôt le plaisir du travail bien fait, même si un peu émoussé par la monotonie des repas qui sont servis et par voilà, ce fait que c'était un espace de dialogue, d'échange, de convivialité qui était préservé dans le vaisseau. Mais aujourd'hui, ensuite, suivant la trace des anomalies détectées progressivement, je m'intéresse aux processeurs de nourriture qui sont au cœur de cette cafétéria, et je me rends compte qu'ils ont été sérieusement, il y a eu beaucoup de travail autour de ces processeurs de nourriture, à la fois pour vraiment simplifier au maximum ce qu'ils peuvent faire, et essayer de faire des choses nourrissantes mais vraiment assez répugnantes, parce que je me rappelle des goûts des humains, et même pour essayer de produire divers enzymes, substrats et produits en essayant d'assembler comme ça un peu à la va-vite. Je me rends compte que ça pouvait se servir, je sais pas, de poison, d'acide, voire en combinant d'explosifs de fortune. Et donc voilà, les processeurs quelqu'un a tenté, plusieurs personnes ont tenté de les reprogrammer pour
pour un usage qui invite plutôt à la violence. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Non. On va passer à la carte suivante, qui est cette fois-ci la baie avant du vaisseau. Le mur frontal du vaisseau, qui est une baie transparente, qui, à l'heure actuelle, offre une humble vue d'Abbé Pictoris, dont on se rapproche de plus en plus. Là, le mur entier est rempli par la lumière solaire, avec ces crachats volcaniques et les points noirs de l'activité gazeuse de la planète qui apparaissent ici et là. Fighting against Majesty, donc se battre contre, j'imagine, l'autorité. Et Juste la magie de cette étoile, c'est un peu ou contre la majesté de cette étoile, ouais, peut-être. Et un moment bref d'intensité. Alors, je pense que quand je reviens en arrière sur les enregistrements des derniers jours dans cette pièce, je vois qu'un conflit a eu lieu ici. Plusieurs personnes se sont affrontées. Selon leurs signes vitaux, je reconnais notamment le capitaine, mais il y avait également d'autres membres de l'équipage. La lutte a été brève, mais très intense. Et en un flash, il n'y avait presque plus personne debout dans la pièce. Les cadavres maintenant sont presque carbonisés par l'intensité des rayons solaires qui passent à travers le mur transparent. Et là, Noodle nous fait une mémoire corrompue. Les données m'échappent et je n'en sais pas plus. On va passer à la carte suivante. Alcor. Alors c'est AI, c'est le cœur de l'intelligence artificielle. C'est AI. Ok, ouais, Alcor. Non, c'est pas Al Gore. C'est AI. Je te parle, c'est bon. Alcor, le cœur de l'intelligence. Des banques de serveurs qui sont placés un peu partout dans une large pièce, dans des angles un peu étranges, fait pour éviter que la surchauffe. Les pensées vont entre ces silicones, ces morceaux de conducteurs en silicone négligés. Et on peut se souvenir a Secret Hideaway. Un passage secret. Un passage secret ou cachette, ouais. Une cachette ou Boiling Over. Bouillir. Mais quelque chose de bouillant, ouais. Ouais, quelque chose de bouillant. Ok. C'est Une ébullition. là, ouais, en ébullition. Merci. En ébullition. C'est peut-être un peu plus parlant. Un peu plus que bouillir fort. En ébullition, c'est peu après. C'est une zone qui était un peu intouchée, où personne n'osait trop aller, dans le sens où il n'avait pas besoin de maintenance. Et c'est vraiment le cœur du processeur. Et en fait, on peut y voir, en tout cas, c'est la dernière image qu'on a du capitaine en vie. C'est ici. Et quand je regarde sur les logs, c'est juste après les événements dans le précédent. C'est juste après les événements sur la baie Viewing Bay. La baie d'observation, ouais. La baie d'observation. Il se tient là, il est tout seul. Et en tout cas, on voit que il semble chercher quelque chose un temps, puis il se résigne. Et en fait, il finit par s'asseoir et juste attendre. Et je me demande, si on regardait maintenant, s'il n'y serait pas encore. Je sais pas, en tout cas, on n'a pas de données là actuellement. Sur les événements, je vois que, en tout cas, il tient une lettre, post-it. Il tient le post-it qu'on avait vu plus tôt dans la salle des communications. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou demander quelque chose? Alors on va passer à Noodle et la salle de navigation. Donc la pièce est remplie par un passage. Non, c'est un Ouais, hologramme que tu peux marcher à travers. Traverser, ouais. D'accord, traverser un hologramme qui
Qui qui représente la représente, enfin, galaxie tout autour, ouais. la galaxie en entière. Et au centre de la station, Une Au petite centre, boule de notre notre station est en train de tomber frame par frame. ouais, au ralenti du coup. Voilà, on voit la chute de la station petit bout par petit bout vers AB Pictoris. Donc leading by example, mené par l'exemple. Ouais, tout à fait. Ouais, mais du coup, dans le contexte, j'arrive pas à comprendre. Après, tu peux te servir de l'autre aussi. Une erreur Ouais, calculée. avec une calculée. un délibéré. Sinon, oui, ça peut être un lieu de bravoure ou un lieu de sabotage ou toute autre chose, quoi. De ce que je retrouve dans mes archives, ce sont de multiples erreurs qui, qui sont retrouvées dans les points de calcul de la navigation du vaisseau. Ça faisait un petit moment qu'ils étaient présents visiblement, mais qu'ils n'étaient pas accessibles jusqu'à un certain point. Et visiblement, quand certaines personnes ont accédé donc du coup à ces erreurs, je vois plusieurs logs à ce niveau-là, c'est déjà un petit peu trop tard vu l'emplacement du vaisseau à ce moment-là. Oui, Chips. Est-ce que quand je regarde cette carte et j'arrive à détourner mon attention de ce petit point qui représente la station qui tombe inexorablement vers l'étoile, en regardant ailleurs, je vois qu'il y a est-ce que je vois autre chose? Est-ce qu'il y a des signaux, peut-être d'autres vaisseaux? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il se passe quelque chose ou c'est désespérément vide et on s'effondre en solitude? Alors effectivement, quand je recherche dans les logs et dans les transmissions externes, il y a effectivement un vaisseau qui a été capté à proximité relative, qui semblait essayer d'entrer en communication avec la mission. Cependant, je n'ai pas spécialement de message clair ou j'arrive pas à obtenir le contenu de ces messages qui ont été envoyés en tout cas. Je sais qu'il y a plusieurs messages qui ont été envoyés depuis ce vaisseau. En revanche, on n'a aucune transmission de notre vaisseau vers cet appareil. Et est-ce que, d'une intuition aussi, j'essaye d'identifier si je vois mes propres capsules de survie qui auraient été expulsées? Il y a apparemment 30% des capsules de survie qui ne sont effectivement plus présentes et c'est très probable que ce soit à ce moment-là qu'elles étaient lancées, en tout cas peu après, quoi. 30%, ça représente à peu près combien de personnes? Alors moi je sais pas, il y a à peu près combien de personnes sur le vaisseau là-bas. C'est à toi de décider. C'est sûrement un vaisseau avec pas mal de gens, vu que c'est pour coloniser un peu une région de l'espace. Mais je te laisse libre. Ouais, ça doit être représenté. C'est une grosse, c'est un gros vaisseau quand même. Oui, c'est une grosse station. Hein. Le but, c'est de repeupler une planète, quoi. Je dirais peut-être quelque chose comme 70 personnes. Très bien. Donc, il y aurait potentiellement 70 survivants. Est-ce que quelqu'un a une autre question? On va passer à Jeeves et au générateur d'atmosphère. Au sein d'un dôme en matière réfléchissante, il y a un petit mais très technologique appareil qui contient une poche magnétique qui compresse des gouttelettes hyper compressées de gaz terrestre qui vibrent avec avec beaucoup d'intensité dans la gravité extrême de compression et comme s'ils avaient hâte de pouvoir s'épandre pour permettre aux humains et à la vie terrestre de respirer. Et ce générateur d'atmosphère, c'est peut-être là où mes dernières pensées vont se fixer parce que c'était vraiment aussi le cœur de la mission, c'était de rendre la vie possible sur une planète qui aujourd'hui ne l'accueille pas et c'était tout l'enjeu en fait de mon existence et de cette mission que j'arriverais pas à remplir, de tous ces colonistes et de tous ces espoirs que j'ai déçus parce que j'ai pas réussi j'ai pas réussi à détecter les failles, à prévenir suffisamment à temps ou à comprendre ce que faisaient ces humains dont la psyché m'échappe en grande partie et dans ces derniers instants du vaisseau, c'est une grande culpabilité
quand je me concentre sur ce générateur d'atmosphère qui m'envahit en me disant que j'ai failli à ma tâche, j'ai failli à mes créateurs et finalement mon existence aurait été aussi vaine que futile. C'était terminé sur une note un peu joyeuse. Ouais, je trouve ça bien comme conclusion. Ekphrasis? Oui. Du coup, c'est si je peux me permettre d'ajouter Vas-y. en continuant sur ce ton de culpabilité, je me rends compte aussi finalement de l'absurdité de la chose. Parce qu'en y regardant de plus près, le capitaine avait l'air d'avoir décidé qu'on ne trouverait pas de planète. C'est ce que j'en conclus, vu son vol de cet engin qui aurait pu nous permettre de trouver un endroit terraformé et le sabotage des données qu'il a effectué. Donc, j'essaye de comprendre comment j'aurais pu éviter ça. Et on passe à l'acte 3, l'épilogue. Les résistances à la chaleur de la station commencent à se dissiper. On prend feu et on se connecte au relais avec la Terre. Il y a suffisamment de temps pour qu'on envoie une dernière transmission avant que AB Pictoris nous consume, sachant que les mots qu'on nous propose, c'est découverte, héritage et... Inéluctabilité. Tu dirais ça comment, toi? Inéluctabilité. Enfin, des Ouais. mots simples. Oui, des mots simples, bien sûr. C'est à moi de commencer et ensuite, tous les trois, vous ferez à votre tour les informations que vous aimeriez donner. Moi, dans le message qu'on envoie, je mets, peut-être en lien direct en fait, avec ce que vient de dire Ekphrasis, une liste de toutes les erreurs humaines commises, volontaires ou non, qui ont causé l'échec de la mission, comme une sorte de moyen d'avertir la Terre de ce qui a causé ce problème et qui pourrait empêcher de futures missions de réussir. Une sorte de bilan qui permettrait à ceux qui nous remplaceraient dans une mission future de ne pas faire les mêmes erreurs et du coup de ne pas en arriver au même point que nous. Et est-ce que tu pourrais soit donner peut-être quelques exemples dans ce bilan ou au moins les grandes lignes peut-être de... Je pense que déjà il y a le fait que l'équipage a été infiltré par des membres d'un mouvement contre la colonisation spatiale. Donc ça, c'était quand même un sacré gros problème. Je pense qu'il y a toute une liste de problèmes mineurs qui sont ridicules en comparaison, mais qui, pour moi, en tant qu'IA, sont tout autant de fautes que je juge nécessaire de pointer, que ce soit dans l'entretien de certains systèmes ou alors dans les réglages de certaines machines. Tous les petits détails comme ça vont peut-être noyer un peu les conflits réels qui se sont déclenchés et qui ont fait se terminer ce voyage en bain de sang. À toi, Ekphrasis, qu'est-ce que tu ajoutes à notre communication finale avec la Terre? Après cette liste d'erreurs humaines, je suggère l'absence d'humain. L'absence d'humain me semble être la solution la plus finalement rationnelle et la plus sûre si on veut retenter une colonisation et une terraformation, parce que l'humain étant finalement la seule chose imprévisible de cette expédition. Que si j'avais été seule intelligence aux commandes et si le capitaine savait été moi, on ne serait pas là. Très bien. Noodle, qu'ajoutes-tu à la transmission qui va rejoindre la Terre? Je rajoute comme transmission que justement, il y a peut-être des survivants de la mission qui ont été probablement peut-être interceptés par un autre vaisseau non identifié. Et que probablement, soit c'est un vaisseau qui seront capables de répertorier, soit peut-être qu'il s'agit d'autres vies humaines ou vivantes encore pour l'instant méconnues. Et que cela aura pu être aussi également notre premier contact avec notre espèce vivante. Et que cela peut aussi être motif à des recherches de nos survivants ou peut-être de cette nouvelle vie probable.
Très bien. Et Jeeves, tu as le mot de la fin. Et je viens de transmettre ces paquets de données avec des analyses qui sont même fort les unes par rapport aux autres, quelque chose de très technique, quelque chose de très logique et quelque chose après de très empathique en fait. Et donc il y a un premier message comme ça qui part, et puis quelques secondes après, vraiment dans les tout derniers moments avant que la température à l'intérieur du noyau de l'IA efface complètement mes capacités, j'envoie un tout dernier très court message qui dit vos mensonges m'ont tué. Ah, Nice. j'ai cru que tu allais nous faire une curiosité en mode il fait sombre. Ouais. C'est sad. Et donc, on est consumé par la planète, par l'étoile. Et c'est la fin de cette partie. Si vous le Et voulez bah, bien, on va faire un petit retour. Si quelqu'un veut prendre la parole, veut dire ce qu'il en a pensé. c'est joie, cotillon, douceur et positivité. Hein. Moi, je trouve que c'est très esprit de Noël. Alors, ce genre de jeu, on trouve ce qu'on y apporte. Hein. Oui, non mais après, en vrai, c'est rare d'avoir des thématiques science-fiction, intelligence artificielle et comment dire, positives. J'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que le format des cartes est bien, les descriptions sont bien, mais je trouve qu'elles s'engagent pas à l'action, elles engagent plus à la description. Mhm. C'est ça, je suis d'accord. C'est assez. Je compare un peu avec ce qu'on avait fait avec Force the Drama Oui, la dernière fois. on avait Et fait un dernier tour de piste de Gulix. ouais. Et sur une thématique IA, je trouve que ouais, c'est super. C'est poussé en termes de description, en termes d'atmosphère, en termes d'ambiance, en termes de lieu. Mais l'action, c'est vraiment. Ça manque un peu d'aide aux joueurs pour l'action. C'est un peu ce que j'ai regretté sur la partie, mais après, c'était pas un regret incroyable. C'est voilà, ça reste, ça a été. Ouais, j'entends ce que tu veux dire. J'ai un peu la même impression également. Qu'il aurait peut-être fallu Plus d'éléments alterner perturbateurs. les Exactement, ouais. salles avec des événements plutôt. Mais C'est ça. après, c'est peut-être aussi nous qui ne nous sommes pas forcément saisis des Peut-être. opportunités comme on découvrait aussi le jeu. Peut-être. Je pense. Peut-être que si on y rejouait, on le ferait pas de la Ouais. même manière. Je pense Ouais, je pense aussi. Parce que comme là, on découvrait, moi, je pensais pas que ça allait être une visite pièce par pièce du vaisseau. Ouais. Oui. Et du coup, comme on retourne pas dans une pièce à aucun moment, c'est un peu, même narrativement, collectivement, c'est un peu compliqué de mettre en place des choses, sachant qu'on va pas retourner dans la pièce parce que chaque nouvelle pièce donne lieu à une nouvelle idée. Et Ouais, c'est ouais. dur de raccrocher. Ouais, je suis assez d'accord à ce niveau-là parce que ça met du mal en fait à avoir l'accent sur par exemple l'équipage et à faire des zooms ou à avoir un peu une suite d'événements sur lesquels se raccorder. Enfin, moi personnellement, j'ai eu du mal à essayer de rajouter des éléments parce que des fois forcément il y a des pièces où déjà bon c'est vrai que qui n'a pas aidé, c'est le fait d'être un peu perdu sur plus la description de certains endroits et de ce à quoi ça sert exactement. Je trouve ça un peu, des fois un peu évasif. En fait, ça va pas trop au principal de ce à quoi est réservé cette salle et tout ça. Et que du coup, après, c'est à nous de l'apporter, hein, ça, effectivement. Hein, mais j'arrive pas spécialement à bien m'expliquer ou à m'exprimer. C'est pas grave. Mais je vois ce que vous voulez dire, effectivement. Je pense que le jeu apporte quelque chose de très sympa en termes d'ambiance et il y a un certain nombre de très bonnes idées pour placer des thématiques propres à la science-fiction, etc. Mais que les incitations qui sont proposées sont peut-être un peu trop évasives et quand on découvre le jeu, c'est peut-être pas très simple de voir quoi en faire. Ouais, je suis assez d'accord, elles sont un peu évasives et même j'ai trouvé parfois peut-être un peu enfermante de se dire voilà, le cadre Remember, à quel point je suis un peu obligé pour que ça soit cohérent de l'utiliser ou pas. Ouais, d'accord, Et ouais, je vois. Ouais.
à la rigueur, c'est plus vraiment des petites aides à l'inspi. Alors là, on avait la chance de pouvoir peut-être. Moi, je l'ai fait, hein, aller checker la carte qui allait me tomber dessus un peu à l'avance. Ah oui. Mais je pense qu'en vrai, là, si tu as la carte et tu dois tout de suite partir sur des cartes qui sont un peu sèches, comme le dépôt de recyclage ou le truc de recyclage d'eau, ou faut être costaud. Je le trouve assez exigeant le jeu. Ouais. Je pense que c'est un peu comme. Enfin, je sais pas si vous avez déjà joué à des jeux comme Rituel ou le Casse de trop. Je crois qu'en général, Oui, t'as bien un peu sûr. tes cartes à l'avance, donc t'as un peu le temps de réfléchir et en fonction de ce que les autres vont énoncer, il y a moyen un peu de réfléchir en amont à comment tu vas pouvoir tisser par la suite en fait par rapport à ce qui est développé juste avant en fait. Et là, c'est vrai que bon bah du coup, il y a un moment, je me suis dit bon, je vais quand même essayer de pré-check ma carte pour voir si je peux rebondir sur quelque chose d'autre. Mais c'est vrai que ouais, je pense que moi personnellement, c'est un peu mon cas sur l'évasivité des Remember. Je me suis un peu trop focalisée dessus, alors que bon, de base, des fois, il faut lâcher un peu les trucs et proposer ses propres trucs quand on Ouais, je a autre pense chose aussi. qui inspire. Enfin, mais c'est vrai que quand on découvre le jeu, on essaye un petit peu de suivre un peu ce vers quoi on nous propose. Et c'est pas facile de se dire, bon, bah, je vois le setup et qu'est-ce que je peux proposer d'intéressant pour vraiment voir tout ça, quoi. Et ouais. Mais sinon, c'est... Vous l'avez évoqué, ça serait intéressant. Les pièces sont, c'est très bien, ça fait une visite et c'est un côté très contemplatif qui va bien au jeu. Je pense que c'est aussi un parti pris. Et d'avoir peut-être pas des événements, mais au moins je sais des trucs qui varient un peu. Je sais pas, les capteurs de pression ou des choses comme ça qui sont pas vraiment des pièces fermées ou qui ont une fonction. Ça pourrait être intéressant justement pour nous aider parce que pareil, on doit décrire. L'idée, elle est hyper intéressante d'essayer de décrire ce qui se passe dans le vaisseau, mais elle aide simplement des sens assez particuliers, assez aliens d'une intelligence artificielle. Et je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus, mais faut nous aider un peu, quoi. Ouais, Ouais, avoir plus je- de détails sur chaque salle et chaque composant vitaux et important de la salle pour essayer d'axer une narration dessus, quoi. Je pense que Ouais. ça manque un peu d'un deck de cartes. Ce qui serait intéressant, c'est un deck de cartes supplémentaires à piocher à l'envie ou à chaque tour de action ou fonctionnalité qui décrirait un petit peu des fonctions de l'IA ou des fonctions du vaisseau ou des actions qu'ont pu des routines d'un vaisseau, de tout ça pour alimenter un peu le joueur. Parce que c'est vrai que pour rendre ça crédible, intéressant, ça peut être une aide, surtout quand on a des trucs assez arides. Bon. Bon. Et retourner dans les pièces aussi. Avoir des cartes qui permettent de retourner dans les pièces. Alors pour le mot de la fin, moi j'ai l'impression que c'est un jeu qui se repose un peu trop sur les joueurs. Il faudrait, comme d'autres ont suggéré, peut-être d'autres petites mécaniques ou d'autres petites suggestions, ou en tout cas des béquilles pour aider à adopter ce point de vue qui est étranger, qui est étrange même d'une intelligence artificielle. On a essayé de le mettre en place, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'aide pour le faire. À mon avis, c'est le genre de choses qui vient plus avec la pratique et il faudrait peut-être plusieurs parties vraiment pour presque ne plus avoir besoin des cartes et pouvoir enchaîner à plusieurs un récit qui soit vraiment bien raconté du point de vue de l'IA, quoi. On a quelques fois où on peinait un petit peu avec ça, je pense. Après, on a le sentiment qu'on a dit plein de choses d'amélioration, mais globalement, j'ai passé un super moment et j'ai trouvé ça très très bon. Oui. Donc, une position qui est un peu radicale de narration, mais super chouette quand même. Hein. Ça, il faut dire que ça fait partie d'une gamme de petits jeux qui est proposée par Story Brewers. Il y en a d'autres qui ont l'air très intéressants, dont un où on joue des sortes de marchands itinérants qui a l'air trop cool, que j'aimerais bien checker. Je trouve que ça peut servir assez aisément pour varier un peu les plaisirs. J'aime bien ce genre de jeu narratif. J'aime beaucoup les For the Story avec le casse de trop, et le rituel et autres. Mais c'est vrai que cette thématique-là, elle est neuve. C'est assez intéressant comme parti pris. Et c'est vrai que c'est un imaginaire qui me parle assez bien. Moi, c'est le genre de film que j'aime bien. La SF de vaisseaux spatiaux, etc., les IA, etc. Tout ça, j'aime beaucoup.
Donc globalement, j'ai plutôt un avis positif sur le jeu, même s'il y aurait quelques points de mécanique à améliorer. Si Oui. ça... Oui, je trouve que Oui. t'as parfaitement... Oui, t'as parfaitement résumé. On est d'accord. En tout cas, je vous remercie d'avoir fait cette partie avec moi. Très content d'avoir Merci pour joué, l'invitation. comme d'habitude avec toi, avec Phrasis ou avec toi, Jeeves. Et très content d'avoir fait ta connaissance ludique, Noodle. Merci, au plaisir également d'avoir Ça été invité sera au sur cette plaisir, table. hein, t'inquiète pas. Moi, je propose régulièrement des petites parties comme ça de jeux indés, mais aussi des parties plus traditionnelles à l'avenir. Donc, tu seras la bienvenue, bien entendu. Eh ben, Alors, écoute, ça se fait avec grand plaisir, surtout si c'est pour avoir les dents longues. super. Bah, des scénarios vampires, c'est pas ce qui me manque, c'est juste le temps de les préparer. Ok, bah, de toute façon, tu sais où me trouver. Moi, je suis très très OP. Ça fait longtemps que j'ai vraiment très envie de jouer sur du vampire. Super. Bah, on verra ça très rapidement, je pense. On va remercier les gens qui sont venus et également. J'ai vu qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont passées, soit une partie de la session, soit entièrement même. Merci à vous et à bientôt tout le monde.